Bonsoir à tous et bienvenue. La campagne électorale pour les municipales et régionales bat son plein sur l'ensemble du territoire national. Au 4e jour de cet exercice de pêche aux voix, nous vous proposerons dans ce journal et dans Soir de campagne l'ambiance sur le terrain. Dans l'actualité sportive, les éléphants basketteurs ont décroché leur première victoire en Coupe du Monde face à l'Iran ce lundi. La Côte d'Ivoire a donc son destin en main et jouera sa qualification pour le second tour face au Brésil. Ce sera mercredi prochain. Et puis à l'étranger, l'ambassadeur français va rester au Niger malgré les pressions des militaires au pouvoir dans le pays. Déclaration faite aujourd'hui par Emmanuel Macron lors de la 29e édition de la conférence des ambassadeurs. Pendant ce temps, des manifestants appellent au retrait des troupes françaises dans le pays. La Côte d'Ivoire peut être fière de ses éléphants basketteurs. Grâce à la bravoure de nos athlètes, le pays reste en vie. Dans la Coupe du Monde de basketball à Jakarta en Indonésie, battue d'entrée par l'Espagne, championne du monde en titre, les éléphants ont bien rebondi au bout du suspense. Face à l'Iran, la Côte d'Ivoire a donc son destin en main et jouera sa qualification pour le second tour face au Brésil. Ce sera mercredi prochain. Les précisions d'Armel Yao. La Côte d'Ivoire s'est imposée ce lundi face à l'Iran, 71-69, pour sa deuxième sortie à la Coupe du Monde, qui se joue depuis vendredi en Indonésie, aux Philippines et au Japon. Menée au terme du premier quart-temps, la sélection ivoirienne revient au score et passe devant son adversaire à la pause, 37-35. En seconde période, Nisré Zouzoua et ses coéquipiers se font une frayeur avant de s'imposer sur le fil, 71-69. Une victoire qui permet d'oublier la lourde défaite face à l'Espagne, 64-94, le samedi dernier, pour son premier match du mondial. Le prochain match de la Côte d'Ivoire est prévu ce mercredi contre le Brésil à 9h45 GMT. Une victoire face aux Sud-Américains les qualifierait pour le tour suivant. Bonne chance pour la suite à nos éléphants basketteurs. Dans un autre registre, vous le savez, nous sommes au 4e jour de la campagne électorale. Pour les municipales et les régionales, le jeu de séduction bat son plein sur l'ensemble du territoire national. On fera un point plus détaillé dans votre programme Soir de campagne à 20h30. Mais avant, l'une de nos équipes vous propose l'ambiance sur le terrain. Le témoignage est signé Mardoché Kouassi et Mathurin Badé. Cérémonie de lancement d'activités de campagne, meeting géant, parade et autres communications de proximité, au corps à corps et porte à porte, sans oublier les affiches publicitaires, ce sont là les différents moyens qu'utilisent les différents candidats aux élections locales pour tenter de rallier à leur cause les électeurs. Des activités qui drainent parfois des foules et qui sont donc susceptibles de créer des tensions. Ces 4 premiers jours sont pourtant jugés globalement apaisés par certains électeurs rencontrés. J'ai constaté que les campagnes se passent calmement. Pas de bruit, pas d'injures. En tout cas, pour le moment, ça se passe bien. Dans les élections à venir, si ça peut continuer comme ça, c'est bon. C'est une atmosphère apaisée. Si 2023 est bon et que tout le monde est bien, tout le monde se sent bien, on pense que les choses vont bien se passer. Ça sera comme ça pour 2025. C'est ce qu'on souhaite. Le climat est très apaisé. Le climat est très apaisé. On voit des candidats qui sont très concrets, qui parlent de leurs projets, de ce qu'ils ont à proposer aux populations. Et ça, c'est très appréciable. Moi, j'apprécie ça personnellement. On constate également que les candidats se respectent mutuellement. Malgré ce calme global et cette ambiance relativement apaisée, l'on note quelques incidents isolés dans quelques localités. Il y a des propos un peu injurieux, mais on essaie de s'adapter avec. Ça, bien vu, la majorité des affiches des opposants en majorité sont déchirées. Bon, on fait avec pour ne pas tomber dans ces provocations. Voilà, puisque nous, notre côté, notre candidat, c'est le message qu'il nous a donné de ne pas céder aux provocations. À quelque part, il y a des échauffourées qui se sont produites dans certaines communes, comme la commune de Koumassi, mais je pense que ça a été réglé. Moi, ce qu'on demande, c'est que ça n'aille pas loin. Des incidents qui n'entament en rien les activités de campagne pour les élections municipales et régionales qui se poursuivent jusqu'au vendredi prochain. Tous espèrent que l'atmosphère globalement apaisée observée en ce début de campagne se maintienne jusqu'à la fin du processus.
Ils seront peut-être eux aussi un jour des champions, comme nos basketteurs qui défendront les couleurs nationales. Pour l'instant, ils participent au tournoi de football doté du trophée Dominique Ouattara qui a connu son apothéose hier à Bouaké, au quartier Dar es Salaam. Une activité de vacances qui a pour but d'occuper sainement les enfants de 7 à 15 ans. Pierre Dipomela. Ce tournoi, initié par la première dame Dominique Ouattara, a opposé 25 équipes issues de tous les clubs catégorie pupilles U14 de la commune. Une activité de vacances pour occuper sainement les adolescents, en proie parfois à la délinquance. Finale remportée par Santos de Dar es Salaam, qui était opposé à Dougouba de Sokoura. Belle compétition au grand plaisir de la représentante de la première dame. Ça s'est très bien passé sur le terrain, on n'a pas vu d'animosité, tout le monde était vraiment bienveillant les uns envers les autres. Que tout le monde soit uni dans un même esprit solidaire, positif, fraternel. Permettez-moi de féliciter d'abord les enfants qui ont montré parmi certains des véritables talents. Donc nous avons des espoirs ici à Bouaké. Grand merci à Madame la Présidente Dominique Ouattara, grâce à qui nous avons pu avoir cette belle compétition. Ce tournoi, doté du trophée Dominique Ouattara, est à sa 2e édition. Dans le contexte des élections locales, l'événement a été un prétexte pour sensibiliser les populations sur l'importance des élections apaisées. Le groupe énergétique Eni a annoncé aujourd'hui avoir démarré la production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine, situé au large de la Côte d'Ivoire, une exploitation qui intervient moins de 2 ans après sa découverte, faut-il le rappeler. Baleine constitue la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien, le premier projet zéro émission en Afrique. Les détails avec Bénédicte Sullier. 15 000 barils de pétrole et environ 25 millions de pieds de cubes et de gaz associés par jour, c'est la capacité de production annoncée par la société italienne d'hydrocarbures, Eni, à la première phase de production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine. Ce champ pétrolier, découvert le 1er septembre 2021 en Côte d'Ivoire, s'ajoute sur les champs pétroliers déjà existants. La production de ce nouveau champ pétrolier se fera en 3 phases, la 2e phase qui sera entamée en 2024. Elle portera sur une production de 50 000 barils et environ 70 millions de pieds de cubes de gaz par jour. Pour la 3e phase, c'est au moins 150 000 barils de pétrole et 200 millions de pieds de cubes qui seront produits. Pour rappel, cette importante découverte a été réalisée par la société italienne Eni, experte en production d'hydrocarbures. Elle est présente en Côte d'Ivoire depuis 1960. Nous sommes à 2 semaines de la rentrée scolaire. Dans les librairies et autres points de vente de fournitures scolaires, les rayons se remplissent peu à peu. Des livres aux cahiers, chaque élément retrouve sa place pour attendre l'arrivée des parents et élèves, comme nous le montrent Moussa Nikiema et Karine Kassi. Cahiers, livres, stylos et autres accessoires, tout est fin prêt pour la rentrée scolaire. Dans les librairies, les rayons sont aménagés pour l'occasion. Chez nous, à partir d'avril, parce qu'il faut pouvoir lancer des commandes. Alors il y a des commandes qui viennent de l'extérieur. On se prépare aussitôt que possible. Bien avant la date de la rentrée scolaire, il y a des écoles qui se préparent pour les cours de vacances. Et donc on est un peu en avance. Fabriqués localement ou importés, les cahiers et livres sont commandés par centaines. On a des maisons d'édition ici en Côte d'Ivoire, que nous, on se procure les livres. Il y a pour des ouvrages que nous recevons absolument forcément par la France. Voilà, donc ce n'est pas le bateau que nous les faisons venir. Mais même ceux qui sont locaux, qui aussi commandent des choses à l'extérieur. Puis il y a aussi, sur place ici, des éditeurs. Pour les cahiers, il y en a qui sont fabriqués en Côte d'Ivoire. Et puis il y en a qui sont importés. Les cahiers sortent 10 fois plus que les livres. Parce que les cahiers, généralement, on a beaucoup de matières. Et chaque matière doit forcément avoir un cahier. Voilà, contrairement aux livres, il y a des professeurs qui décident de ne pas utiliser des livres. Ils ont des fascicules et autres. Des stylos et chiffons, en passant par les équerres, les ardoises et les calculatrices, ce sont des milliers d'accessoires qui sont mis à la disposition des parents et des élèves. Chaque année, on débourse 10 à 15 millions pour acheter les livres. Et on peut les vendre autour de 20-23 millions. Des accessoires tels que les stylos, les crayons de couleur et autres, on se les procure ici. La liste de fournitures est toujours accompagnée
au moins 6 stylos. Donc les stylos, ils sautent aussi en quantité. Principale difficulté pour ces libraires, la variété de livres proposés pour les mêmes classes. Qu'on revienne à, on va dire, l'ancien système. On peut confier un seul livre, on dit français CP1, c'est toi, français CP2, tel autre éditeur. Nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de maisons d'édition, ce qui nous fatigue un peu. Chaque professeur demande plus ou moins ce qu'il veut. Et là, vous êtes obligé d'avoir tout en même temps. Contrairement aux autres années où on suivait un programme unique, là où tout le monde avait les mêmes livres et autres. Mais cette année, dans ces dernières décennies, ça a un peu changé. Prévu le 11 septembre 2023, la rentrée scolaire commence déjà à se faire sentir. Dans les librairies, les livres et accessoires se vendent au fur et à mesure que la date approche. En somme, ce sont des milliers de livres, de cahiers et autres fournitures qui seront proposés à la communauté éducative du pays. Je vous le disais en titre, à l'étranger, l'ambassadeur français va rester au Niger malgré les pressions des militaires au pouvoir dans le pays. Déclaration faite aujourd'hui par Emmanuel Macron lors de la 29e édition de la conférence des ambassadeurs. Pendant ce temps, des manifestants appellent au retrait des troupes françaises dans le pays. On ne veut pas de l'armée française au Niger, qu'il s'en aille. C'est ce que scandent les manifestants, mobilisés à proximité du rond-point de l'escadrille, non loin de la base militaire française, située dans la périphérie de Niamey, pour exiger le départ des troupes françaises du Niger. Je suis venu ici pour manifester pour le départ des troupes françaises au Niger. C'est ça que je suis venu manifester aujourd'hui, madame. Et il faut qu'il nous entende. Je sais qu'il nous entend. Chaque jour, les gens viennent ici, les gens souffrent. Et la CEDEAO n'a qu'à augmenter encore leurs sanctions. On est là, on va résister jusqu'à la mort. On ne veut pas de Français dans notre pays. Les Français nous dérangent beaucoup. Qu'ils s'en aillent, on ne veut plus des Français. On ne veut pas de Français aujourd'hui, on ne les aime pas. Les Français disent que le Niger est un pays pauvre, mais quand on leur dit de partir, ils refusent. On ne veut pas de l'armée française au Niger. Que les Français s'en aillent, qu'ils retournent en France. On ne veut plus d'eux. Ils ont tué nos frères, nos pères, nos enfants. Nous ne voulons plus d'eux. Cette manifestation intervient au moment où l'ambassadeur français au Niger est sommé par les putschistes de quitter le pays. Le président français Emmanuel Macron, à la conférence des ambassadeurs à Paris, a plutôt salué le travail de l'ambassadeur de France, toujours en poste à Niamey, rappelant qu'être diplomate est un engagement, parfois risqué. Et pour terminer ce journal, je vous propose de faire un tour dans le monde fascinant des podiums et des séances photos où la beauté et le glamour rencontrent les défis et les réalités cachées. Un zoom sur l'envers du décor auquel sont confrontés les mannequins ivoiriens dans leur quête de succès, inégalité salariale, pression, stéréotypes, les enjeux de l'industrie de la mode et la manière dont ces jeunes talents s'y adaptent. Un sujet proposé par Bénédicte Silué et Karine Kassi. Cocody Insac. C'est dans cette salle que Pierre Arnaud, responsable d'agence, a rendez-vous tous les samedis avec ces jeunes qui rêvent d'être des mannequins professionnels. Ici, ces hommes et femmes enchaînent les pas jusqu'à réussir le défilé à la perfection. J'ai commencé à organiser des défilés de mode pour faire la promotion des mannequins. Et après, je me suis dit, pourquoi ne pas ouvrir mon agence, aller un peu plus loin, quoi. On a tout un staff créatif, donc photographe, vidéaste, et puis direction artistique. Une passion née de son amour pour la mode. Pour accéder à cette agence, qui est chargée de gérer les mannequins, il faut accepter ses conditions, notamment des ristournes sur chaque défilé. Nous sommes suivis à une charte qui fait que pour certaines agences, le pourcentage peut aller entre 10 et 30% sur les cachets. Ces jeunes nourrissent tous le rêve d'être célèbres dans le monde du mannequinat. Malgré les difficultés du milieu, étudiants, entrepreneurs et même travailleurs sont convaincus d'arriver à exceller dans ce domaine. À part le mannequinat, je suis comptable dans une entreprise de la place. J'arrive parfaitement à jongler les deux en même temps puisque j'en programme. Ce qui m'a poussé à devenir mannequin, c'est la passion d'abord de la mode, du style. En tant que garçon mannequin, approximativement, nous pouvons toucher 50 à 100 000 francs par défilé. Si ces mannequins semblent enthousiastes et épanouis en agence,
Ce n'est pas le cas pour Fatim Dansonko, qui a décidé de faire carrière solo. Pour cette jeune dame, l'expérience en agence de mannequinat n'a pas été fameuse. Juste après nos défilés, il fallait gérer l'agence et tout. Maintenant, ce que je fais m'appartient. Les conditions dans lesquelles vivent les mannequins et les propositions indécentes rendent ce milieu plus complexe. Il y a toujours ce côté sombre au fait, des propositions qui ne sont pas très fameuses et tout. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment ce qu'on laisse croire aux gens. En fait. J'ai eu des propositions indécentes. C'est même ce qui m'a poussée à abandonner le mannequinat. Tout comme Fatim, Dalcha Kouadio, mannequin ayant travaillé en agence dans ses débuts dans la mode, a décidé elle aussi de travailler seule. Quand il y a les défilés, on me dit non, il n'y a pas de cachet, c'est que le transport. Alors que tu te déplaces, tu vas défiler, souvent on partait à Bassam, souvent on partait à Bonnois et on te donne que quand quelqu'un te met sur le marché, il a son pourcentage. Et quand tu as une agence encore, c'est pire. La rémunération, jugée trop maigre, ne permet pas à Dalcha de joindre les deux bouts. Cette jeune femme a fait de l'esthétique une seconde occupation. Le mannequinat, c'est un métier qui paye vraiment, mais pas en Afrique. Souvent, il m'arrive de regretter d'avoir choisi le mannequinat et tout, mais après, je me ressaisis et puis je dis, mais je viens de loin. Et j'ai vraiment aimé ce métier depuis j'avais l'âge de 7 ans. C'est grâce à ce magasin que je m'en sors. Difficile de sortir la tête de l'eau dans un univers plein d'intrigues où les mannequins les plus en vue peuvent bénéficier de contrats juteux, tandis que ceux qui commencent leur carrière luttent pour leur survie. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Restez avec nous à 20h30. Vous retrouverez votre nouveau programme Soir de campagne, au cœur de la campagne électorale, comme son nom l'indique, avec des reportages, des interviews et surtout ce soir, une rubrique spéciale, le débat électoral qui opposera des représentants de candidats. Ce soir, nous avons fait le choix de mettre aux prises les représentants des candidats de la commune de Yopougon, où un fort enjeu se trouve. Je vous donne rendez-vous à 20h30 pour Soir de campagne. Dans quelques instants, restez avec nous. À tout à l'heure sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne.